Bonjour, bienvenue au Cybertalk. Je reçois aujourd'hui Jean-Marie Bockel, ancien ministre, sénateur du Haut-Rhin, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat et auteur d'un rapport sur la cyberdéfense publié en juillet 2012 et intitulé « La cyberdéfense, un enjeu mondial, une priorité nationale ». Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, pourquoi un nouveau rapport sur la cyberdéfense? Qu'apporte-t-il de plus par rapport au rapport Laborde de 2006 et Romani de 2008? Ce furent des précurseurs, mais c'est un monde qui bouge à toute vitesse. Ce qui est vrai hier ne l'est plus aujourd'hui et encore moins demain. Les progrès sont rapides, les menaces suivent les progrès, et en plus, ces premiers rapports avaient marqué le retard français. Mon rapport, qui a d'ailleurs été voté à l'unanimité par la Commission, montre que nous avons commencé à nous mobiliser, que ce que nous le faisons bien, mais que nous sommes encore loin du compte. Alors comment l'avez-vous élaboré ? J'ai essentiellement, avec mon administrateur du Sénat, fonctionnaire extrêmement compétent, été au contact, bien sûr, des militaires au premier chef, à la fois les hauts responsables sur les questions sensibles, par exemple, de capacité offensive, mais aussi ceux qui sont maintenant en charge de ce dossier au sein de nos armées, à commencer par Arnaud Coustillère, qui est donc un contre-amiral qui s'est vraiment spécialisé sur le sujet, avec une petite équipe autour de lui. Mais j'ai également rencontré les responsables des grands ministères, le ministère de l'Intérieur bien sûr, mais aussi l'économie et les finances qui a été attaqué, et puis les grandes entreprises, certains organismes publics, des services publics, parce que, vous savez, la défense, c'est aussi les intérêts vitaux d'un pays, et dans les intérêts vitaux, il y a aussi les intérêts économiques. Donc j'ai vraiment beaucoup dialogué en France, mais également chez nos principaux partenaires et voisins, allemands, britanniques, et je suis bien sûr allé à Washington, où ils ont évidemment un dispositif très, très fort, très lourd. Alors comment ce rapport s'intègre-t-il dans la réflexion du livre blanc? Je pense que mes 10 priorités, mes 50 propositions, elles vont pas se mettre en œuvre du jour au lendemain. Toutes ne seront pas forcément retenues. Certaines, d'ailleurs, peut-être susciteront la réflexion ou des contre-propositions. Certaines d'entre elles ont été retenues d'emblée. Au niveau de certains moyens, notamment des moyens ministère de la Défense qui peu à peu se renforcent comme je l'ai souhaité, et ça va continuer. Et puis nous avons par exemple décidé d'avoir une présence aujourd'hui au centre d'excellence cyber de l'OTAN de Tallinn, alors que la France avait longuement hésité. Et donc les choses se mettent en œuvre peu à peu, que ce soit au niveau de la mise en œuvre du livre blanc, qui va bien sûr se faire progressivement, mais que ce soit au niveau également de décisions qui relèvent non seulement du ministère de la Défense, mais également de l'exécutif dans son ensemble, puisque au fond, l'esprit de mes propositions, c'est que pour progresser dans ce domaine, pour mettre la France au bon niveau, dans notre intérêt, évidemment, en termes de défense, et en termes également d'économie, eh bien, il faut que ce dossier soit porté, comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, par le chef de l'État, personnellement, au plus haut niveau. Bien sûr. Pouvez-vous nous détailler un peu plus vos recommandations et propositions ? Nous avons, avec par exemple l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, un outil qui existe depuis maintenant 2009, qui était d'ailleurs la suite du précédent livre blanc de 2008. On a un outil piloté par Patrick Payoux sous l'autorité du secrétaire général de la Défense nationale qui est extrêmement solide, compétent, reconnu par les partenaires français, à la fois publics et des entreprises, respecté au niveau européen, américain, au niveau international, mais cet outil que nous avons, qui d'ailleurs porte notre stratégie en la matière, a peu de prérogatives, ne peut faire que des recommandations, et au niveau de ses moyens, notamment humains, il est, je dirais, au milieu du gué.
Hein. Il faudrait que d'année en année, nous atteignions grosso modo le niveau britannique ou allemand, même si ce sont des organisations un petit peu différentes, pour que vraiment on puisse, je dirais, être pleinement efficace, que ce soit vis-à-vis des administrations ou que ce soit vis-à-vis du monde économique, puisque vous le savez bien, en matière de cybermenaces, tout est connecté. Quand on parle de cyberdéfense, on touche à la cybercriminalité à partir d'un certain niveau, on est dans un concept général de cybersécurité, et tout se tient. C'est la recommandation peut-être principale, mais je fais également des recommandations d'ordre législatif ou réglementaire concernant, par exemple, l'obligation, selon moi, nécessaire de déclarer chaque incident d'une certaine importance, surtout lorsqu'on est un organisme ou une entreprise qui touche aux intérêts vitaux du pays. Hein. Mais plus largement, chaque PME, notamment quand elle travaille pour l'industrie de défense, mais pas seulement, peut être le maillon faible, le cheval de Troie par lequel on peut pénétrer d'autres entreprises, d'autres organismes. Vous savez, aujourd'hui, le meilleur moyen de stopper, de mettre à mal notre pays, c'est de provoquer une attaque, une cyberattaque massive. Ça s'est déjà fait dans d'autres pays, peut-être des petits pays jusqu'à présent, qui bloqueraient les services publics de santé, de transport, d'énergie, certaines entreprises d'intérêt vital, certaines grandes administrations. Il y a eu une attaque contre le G8, contre le ministère des Finances à la veille du G8, G20 par exemple. Il y a eu une attaque massive contre Areva. Ça n'est pas rien. Donc, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans la réalité. Et donc, l'obligation de déclaration d'incident, c'est une manière d'accepter de se faire aider. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on a peur d'avouer sa faiblesse en le faisant, de perdre des marchés quand on est une entreprise. Demain, il faut admettre, c'est la nouvelle psychologie que je veux également induire, que tout le monde est attaqué, plus on a de valeur, plus on est attaqué, et le dire, c'est une manière de montrer qu'on est fort, qu'on est préparé, et que on sait qu'on pourra être aidé, on pourra améliorer sa résilience, remettre en marche ses dispositifs. Voilà une autre proposition, mais il y en a évidemment. Il y a aussi une proposition importante en matière de formation. Nous avons aujourd'hui, au niveau des écoles d'ingénieurs, au niveau également de tous les organismes de formation, peu d'attention portée à cette nouvelle discipline. Or, c'est non seulement important pour l'esprit dans lequel on est dans les entreprises et les services publics, mais c'est également un potentiel de développement d'emplois qualifiés extrêmement important. Voilà quelques pistes parmi d'autres. Une multiplicité d'acteurs, une multiplicité d'actions. Concernant le ministère de la Défense stricto sensu, que pensez-vous de l'organisation cyber qui est mise en place ? Aujourd'hui, elle est de très bonne qualité, j'ai pu le constater. Simplement, ces moyens sont insuffisants. Mais d'année en année, ils ont commencé à augmenter. C'est un premier effet de mon rapport. Ils doublent d'une année sur l'autre, ils vont continuer à augmenter, et on arrivera, à mon avis, assez vite à un niveau comparable aux Britanniques. C'est vrai que la structure est bien organisée, la sensibilisation est en place, les compétences sont là. Et nos armées sont-elles préparées à des cyberattaques ? Elles s'y préparent de plus en plus. En fait, je pense que l'armée n'est pas l'élément de la société aujourd'hui le plus vulnérable. Hein. Comme je vous le disais, si on veut déstabiliser un pays, on ne commencera pas par l'armée. Mais déjà certains conflits récents ont montré qu'on n'était pas dans une cyberguerre. On n'en est pas encore là. Mais chaque conflit est précédé d'une cyberattaque, ou même concomitamment, on déstabilise les forces de l'adversaire. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus imaginer la préparation d'un conflit, même multilatéral, même au niveau de l'OTAN, qui a maintenant mis en place une stratégie, sans que cette dimension cyber soit prise en compte. Et nos militaires français, bien entendu, sont dans cet état d'esprit. Je peux vous dire d'ailleurs que au sein de l'OTAN, par exemple, ou de l'Union européenne, hein, je les ai également rencontrés, c'est pas nous les maillons faibles. Mais dans votre rapport, vous faites des recommandations spécifiques pour le ministère de la Défense, pour son organisation ? Oui, je viens de vous dire que, en fait, ces recommandations,
elles sont assez bien prises en compte. Elles sont assez bien prises en compte. Aujourd'hui, les progrès, ils sont plus budgétaires, mais à un modeste niveau, au niveau de quelques dizaines de personnels, à affecter à cette dimension que sur l'organisation. D'ailleurs, nous avons également, au-delà du ministère de la Défense, qui est sûrement le mieux préparé, au niveau interministériel, également un début d'organisation qui se met en place. Je recommande également, évidemment, de le parfaire. Écoutez, Monsieur le Ministre, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un champ d'investigation, de travail très large. Je sais que vous vous employez ardemment à faire avancer la concrétisation de toutes vos recommandations. J'espère que vous nous ferez l'honneur de revenir pour faire un point dans quelques mois des avancées qui auront été faites. Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Cybertalk. Merci.